Vous avez évoqué, il y a beaucoup de choses de. Enfin, je pourrais passer mon temps à rebondir sur sur l'article de Reporter que je connais. Il y a beaucoup de choses finalement de vraies. Enfin, il y a des questions. Enfin, les questions qui sont posées dans cet article sont totalement pertinentes. Et voilà. Enfin, loin de moi l'idée voilà d'édulcorer les problèmes. Hein, c'est pas ça. L'idée, c'est que en travaillant sur le sujet, moi, je donnais un petit peu voilà l'occasion de revenir sur certains points, puis d'alimenter le débat. D'abord, revenir sur l'hydrogène, mais ce que la manière dont on le produit et quelle est la situation actuelle en France ou dans le monde sur la production d'hydrogène. Assez rapidement, j'en reviendrai à la question des usages. L'hydrogène, ça a été dit, c'est qu'un vecteur énergétique ou un vecteur de matière. Donc, à quoi ça sert ou quels sont les usages qui pourraient être intéressants de l'hydrogène. Je ferai un petit focus sur la stratégie nationale, la stratégie nationale autour de l'hydrogène. Effectivement, depuis 2018 et 2020, il y a des programmes assez importants, même beaucoup d'argent mis par l'État français sur la question de l'hydrogène. J'en viendrai plus particulièrement au scénario de l'ADEME, et nous, là, enfin voilà, en prenant un peu de champ et du long terme, vous dire en quelques mots comment on voit la place de l'hydrogène, enfin, quelle était notre démarche dans les scénarios de neutralité carbone à l'horizon 2050, et comment on voit la place ou la non-place de l'hydrogène, parce il n'y a pas forcément de parti pris selon lequel l'hydrogène est indispensable. Et puis, voilà, en guise de conclusion ou d'ouverture des débats, quelques, euh, quelques sujets voilà, à mettre en débat, de controverse ou d'avis aussi. Alors, peut-être, voilà, j'ai prévu une intervention, il n'y a pas énormément de slides, il devait y avoir 14 ou 15, mais de manière à apporter un éclairage, enfin au moins les éléments que je peux vous apporter. Alors d'abord sur l'hydrogène, ce que c'est. Alors je vais demander à mon voisin d'activer. Merci. Euh, ce que c'est, voilà, on ne voit pas tout sur l'écran. Voilà, sur le petit, ici. Donc, bon, l'hydrogène, c'est un gaz. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris. On l'appelle hydrogène, mais c'est dihydrogène normalement, deux atomes d'hydrogène, et qui a des particularités qui sont les suivantes. Ça a une très forte densité énergétique rapportée, enfin densité énergétique massique. Donc pour un kilo d'hydrogène, enfin un kilo comprend 33 kilowattheures. Et c'est ce qui fait son intérêt, notamment pour la fusée, enfin les lanceurs, puisque pour l'obstacle ou la contrainte majeure pour les lanceurs, c'est le poids. Et donc, la meilleure manière, enfin, une des manières la plus efficaces d'emmener de l'énergie, c'est de passer par l'hydrogène. Donc, c'est 3 fois plus dense en densité massique par rapport au carburant. Mais c'est très peu dense ou c'est une masse volumique très faible et donc l'hydrogène occupe beaucoup d'espace à température normale de pression atmosphérique. Pour un kilo d'hydrogène, il faut à peu près 11 mètres cubes. Ça occupe 11 mètres cubes. Donc c'est pour ça que l'une des caractéristiques et donc l'un des inconvénients majeurs de l'hydrogène, c'est que pour l'utiliser, il faut le comprimer. Enfin, il faut pouvoir le stocker. Et donc ça, oui, c'est des pressions très élevées, de plusieurs centaines, 300 jusqu'à 700 bars dans des réservoirs si on veut l'embarquer. Parfois,
on envisage de le liquéfier, ce qui consomme beaucoup d'énergie pour cette opération de liquéfaction. Puis il y a aussi avec des pertes, ce qu'on appelle le boil-off. Donc, c'est des caractéristiques intrinsèques à ce gaz-là et qui fait que voilà, c'est des contraintes techniques et des contraintes énergétiques matière. C'est qu'un vecteur. Alors, l'hydrogène, il est présent d'une manière diffuse et il y a aussi des émanations. Bon, voilà, il y a des recherches sur les émanations du sol, les émanations d'hydrogène, mais disons que euh, si on si on veut obtenir de l'hydrogène, il n'y a pas de source d'hydrogène, il faut le produire et donc il y a un panel de procédés de fabrication d'hydrogène, donc qui se distingue à chaque fois par le type de procédé puis la source utilisée. Donc il y a les procédés actuels, c'est les procédés qui mettent en œuvre le pétrole, le charbon ou le gaz naturel, donc qui consistent par procédé thermochimique à récupérer l'atome d'hydrogène de ces composés fossiles, donc avec une très forte maturité, mais évidemment un poids carbone très élevé, de 12 kg de CO2 émis pour un kilo d'hydrogène produit à partir de gaz naturel, jusqu'à plus de 20 si on utilise du pétrole ou du charbon. Ensuite, il y a des procédés qui mettent en œuvre l'électrolyse, donc l'utilisation d'un courant électrique qui permet de décomposer la molécule d'eau. Là, on est sur des procédés plus ou moins matures selon les technologies, mais c'est une technologie qui a été mise en œuvre dans le cadre enfin, qui est connue dans le domaine de la chimie, de la chimie du chlore et de la soude, et dont le poids carbone ici va dépendre vraiment de la nature de l'électricité. Si l'électricité est renouvelable, bas carbone, ou si elle est issue du réseau électrique moyen européen, voilà, on arrive à 20 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Donc, effectivement, ça ne résout pas forcément le problème. Donc, le contenu carbone ce procédé est vraiment lié au contenu carbone du kilowattheure électrique. Et puis ensuite, il y a aussi d'autres procédés qui mettent en œuvre plutôt une ressource euh, biomasse, soit solide ou biogaz. La biomasse, c'est les procédés de pyrogazéification qui permettent de décomposer la biomasse dans un premier gaz de synthèse constitué de CO et d'H2 principalement, et dont on peut voilà, extraire l'hydrogène. Et puis des procédés de biogaz, de la même manière qu'on vaporeforme du gaz naturel, on peut vaporeformer du biogaz. Et là, le contenu CO2 on va dire non biogénique est plutôt bas. Donc, un panel voilà, de façons et de produire de l'hydrogène si on en veut. Mais l'idée, c'est qu'on est bien sur un vecteur énergétique ou une matière. Ce n'est pas une source primaire. Même si, voilà, comme je vous le disais, il y a de l'hydrogène naturel qui fait l'objet de recherches intenses par certains, mais voilà, ce n'est pas une source primaire. Alors, je vais passer à la slide suivante. Peut-être un focus sur le procédé d'électrolyse, parce que finalement, dans la transition énergétique ou écologique, les procédés qui peuvent être intéressants, c'est les procédés qui mettent en œuvre justement l'électricité, enfin, qui permettent de produire de l'hydrogène à partir d'électricité et d'eau. Alors, l'électrolyse, ça renvoie à une expérience qu'on fait, je ne sais pas si on l'a fait toujours d'ailleurs au collège, en TP de chimie, mais c'est la décomposition de la molécule d'eau par application d'un courant électrique, voilà, entre deux cathodes dans une solution, et qui sont, voilà, il y a séparés par un électrolyte, là, ici en noir sur le schéma, c'est une membrane. Alors ça dépend des technologies d'électrolyse, mais en général, enfin, celles qui sont assez intéressantes, c'est à partir de membranes qui échangent des protons. Donc, voilà, il y a une décomposition. Alors, donc c'est une façon de transformer finalement
le kilowattheure électrique en un contenu énergétique chimique contenu dans l'hydrogène qu'on récupère. Donc l'équation, c'est pour produire 1 kg d'hydrogène, donc 33 kWh PCI, il faut 56, en moyenne, hein, je sais les ordres de grandeur, mais ça varie des technos, mais 56 kWh électriques et 1 litre d'eau. Voilà. Euh, pour produire ce kilo. Alors, ça veut dire qu'en rendement énergétique, on est de l'ordre de 60% si on compte en PCI ou de l'ordre de 70% si on compte en PCS. Donc, effectivement, c'est une réaction qui consomme beaucoup d'énergie par principe, puisque c'est une réaction de transformation d'électricité, enfin d'énergie électrique en énergie chimique. Vous voyez la photo là qu'on voit, donc un module de 10 MW, c'est à ça que ça ressemble à un électrolyseur, c'est un empilement de cellules, hein, de cellules électrochimiques qu'on serre. Donc on voit les gros boulons là, qui permettent d'assembler ces cellules. Et donc c'est vraiment des technologies modulaires, puisque les électrolyseurs, il en existe de quelques watts à plusieurs centaines de mégawatts. Voilà. Euh, et en ordre de grandeur, 1 mégawatt d'électrolyse, ça peut produire 240 kg d'hydrogène par jour, si ça fonctionne 12 heures par jour. Ça dépend du nombre d'heures. Finalement, l'un des principes de cette techno, donc, c'est de passer de l'électricité à un gaz potentiellement qu'on peut stocker ou utiliser différemment. L'électricité, voilà, on sait qu'on a l'électricité, elle renvoie à des questions de stockage de pouvoir l'utiliser au bon moment. Cette technologie est envisagée, voilà, comme un des moyens permettant de venir dans le panel des solutions de stockage avec les batteries, avec les stations de pompage, avec les volants d'inertie, avec que sais-je. Enfin, il y en a plein, des solutions de stockage. Ça vient dans les technologies de stockage. Je vais passer à la slide suivante. Aujourd'hui, donc je parlais d'électrolyse, mais aujourd'hui, dans le monde, l'hydrogène est produit pas du tout de cette façon-là. L'hydrogène est produit de manière carbonée, donc avec principalement du gaz naturel. Donc là, les graphes de gauche vous représentent la production mondiale voilà, récente à partir de gaz naturel sans CCUS, sans technologie de captage d'utilisation du carbone, à partir de charbon. Et puis la barre jaune tout en haut, c'est l'éco-produit, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie d'hydrogène qui est produit de manière entre guillemets fatale, notamment dans les raffineries, puisque les coupes pétrolières, voilà, il y a de l'hydrogène qui est produit de manière dans les procédés de raffinage de manière induite, qui est réutilisé, hein, cet hydrogène. Il y a aussi de l'hydrogène coproduit dans les hauts fourneaux, dans l'industrie sidérurgique, puisque la gazéification du charbon pour faire du gaz de coke produit notamment du CO, du CH4 et de l'H2. Et cet hydrogène est aussi utilisé voilà, dans ces installations sidérurgiques. Mais l'hydrogène, aujourd'hui, il est principalement voilà, carboné, et même sa production est responsable de plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre des activités humaines. Donc, c'est d'abord ce constat-là. Même si voilà, les scénarios envisagés par l'AIE, donc ça c'est les derniers rapports, envisagent, c'est le graphique de droite, envisage que la production dite grise d'hydrogène réduise jusqu'à disparaître d'ici 2050 au profit de la production d'hydrogène à partir d'électricité, donc c'est le bloc vert,
Et puis l'hydrogène dit bleu, donc ce que vous évoquiez tout à l'heure, avec des technologies de capture et de stockage de CO2 associées aux procédés fossiles. Donc ça, c'est les projets, enfin, c'est les projections, voilà, de type de production d'hydrogène. Alors, produire de l'hydrogène, soit, pourquoi pas, enfin voilà, on a parlé des technologies de production, mais pourquoi faire? Enfin, quel est l'intérêt de l'hydrogène? Je vais passer au. Je me posais la question, savoir si les technologies de CCUS étaient matures ou en cours de développement. Sont à peu près, sont oui, sont matures de captage de CO2. En fait, leur efficacité, elle dépend vraiment de la concentration du CO2 dans le flux. Euh, alors, il y a une installation de captage qui est prête, par exemple, sur un vaporeformeur d'air liquide à Port-Jérôme, du côté du Havre, là-bas. Le captage, c'est pas. Oui, c'est prêt. Après, ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, enfin, une fois qu'on a le captage, soit, après, faut le CO2, faut le transporter. Donc, il faut des canalisations, il faut le mettre dans des bateaux ou des pipes, il faut l'envoyer là, en mer du Nord. C'est le projet Equinor, je crois, de captage du CO2 voilà, dans les champs pétrolifères déplétés. Maintenant, ces enjeux, ils sont plus là. C'est-à-dire, c'est de réalisation des infrastructures de transport, d'acheminement du CO2, d'enfouissement, et puis d'ingénierie autour du CO2 ne sorte pas, etc. Et de maîtriser les coûts ensemble de la chaîne. Et puis, ce que vous disiez, oui, il y a des capacités de stockage. C'est-à-dire que, voilà, une fois qu'on aura rempli ces réservoirs. Mais en termes de technologie, maintenant, il n'y a pas vraiment la capture de CO2 issue de procédés, notamment des procédés de vaporeformage, c'est pas trop compliqué parce que le CO2 est assez, assez concentré en fait. C'est plus délicat ou plus compliqué de capter du CO2 issu de cheminées d'installations de combustion, par exemple sur des cheminées gaz ou même des chaufferies biomasse, où le CO2 est quand même un peu plus dilué, c'est plus compliqué. Alors, maintenant, on peut voilà, basculer sur les usages. Quels sont pourquoi faire de l'hydrogène, hein, ça, quel sens, quel intérêt? Alors, si on vient au périmètre français, en fait, il y a trois types d'usages. Il y a les usages industriels, c'est les usages actuels. Il y a les usages en mobilité, donc c'est les usages potentiellement futurs. Et puis des usages en stockage de l'énergie, là aussi des usages potentiellement futurs. Les usages actuels dans l'industrie, donc aujourd'hui en France, c'est à peine 800 000 tonnes d'hydrogène surtout pour la fabrication, enfin surtout pour la fabrication d'ammoniac, donc des engrais azotés, un NH3. Pour faire un H3, il faut du H, donc on utilise de l'hydrogène qui est fabriqué à partir de gaz naturel. Et puis c'est le raffinage. Dans le raffinage, l'hydrogène sert essentiellement à désulfurer les coupes, voilà, pour aboutir à un carburant, notamment un gazole, qui respecte les conditions enfin, de contenu en soufre. C'est les principales utilisations. Au-delà de ça, il y a quand même aussi tout un lot d'usages de l'hydrogène dans l'industrie. En industrie agroalimentaire, par exemple, pour l'hydrogénation d'huile. Dans dans la métallurgie, c'est utilisé aussi parfois pour le traitement de certains métaux. En électronique, parce que c'est une atmosphère, enfin dans l'utilisation d'atmosphère, fabrication de certains produits électroniques.
La fabrication des verres plats aussi. Alors là, l'hydrogène est utilisé pour vraiment ses qualités plutôt fluidiques. Ça, mais c'est relativement mineur, hein. Ça correspond aux 70 000 tonnes voilà, d'hydrogène autres utilisées. Et donc, les deux images illustrent un peu les deux types d'applications. La raffinerie en haut, c'est les 80 ou les 90% d'hydrogène actuellement utilisés, c'est ça. C'est dans ce type d'installation dans les raffineries et dans les sites produisant des engrais. Et puis, les camions là, avec les gros tubes, les gros cigares, bah, c'est de l'hydrogène, ce qu'on appelle dit marchand, qui est distribué jusqu'à des utilisateurs un peu diffus. Et là, l'hydrogène est comprimé voilà, dans ces gros tubes là, à 200 bars et distribué donc, de manière diffuse. Et ça ce sont donc les usages actuels. Et ce qui, les usages matières, parce que pour l'instant, on reste sur les usages matières, qui sont envisagés à l'avenir, c'est d'autres usages potentiellement, et notamment la production d'acier plutôt bas carbone, puisque l'hydrogène pourrait être utilisé comme agent réducteur en fait, du minerai. Aujourd'hui, le minerai dans les hauts fourneaux, il est réduit avec le gaz de coke. Donc, on utilise du charbon qu'on gazéifie. Et avec ce gaz COH2, le minerai est réduit. Euh, ce qui est envisagé par Arcelor, hein, notamment dans les hauts fourneaux, c'est d'arrêter ces hauts fourneaux et de passer à de la réduction directe de minerais en utilisant d'abord du gaz naturel et puis après de passer à l'hydrogène pour réduire le minerai. Les autres utilisations, ce serait pour fabriquer du méthanol qui rentre dans la fabrication de différents produits chimiques et dérivés du plastique. Également comme énergie, hein, le méthanol, alors il y a des problèmes de toxicité hein, sur le méthanol, l'emploi du méthanol, mais disons qu'aujourd'hui, on importe le méthanol, hein, 800 000 tonnes de méthanol importé qui viennent essentiellement de Trinidad et qui pourraient être produits voilà, de manière moins carbonée à partir d'électricité renouvelable ou bas carbone. Et puis, ce qui est envisagé, c'est la production de carburants de synthèse liquide, ce qu'on appelle les e-carburants, et notamment pour les secteurs de l'aérien et du maritime qui vont avoir vont être en recherche de solutions alternatives au fameux pétrole et de ses dérivés. Et donc, pour fabriquer tous ces carburants de synthèse, à chaque fois, il faut de l'hydrogène. Il faut du carbone aussi pour en faire du liquide, mais il faut du CO2 quelque part, mais il faut de l'hydrogène. Et donc, c'est un peu on voit pas mal de projets de réflexion autour de ces, euh, de ces secteurs. Ça, ce sont les usages matières hein, actuels dans l'industrie, futurs. Et dans l'industrie, il y a un sujet qui est un petit peu en débat, c'est l'emploi de l'hydrogène comme pour des besoins thermiques, le fait de brûler l'hydrogène. Alors, c'est un sujet en débat parce que l'hydrogène, c'est quand même une matière noble, et donc l'utiliser, le brûler pour des besoins thermiques, c'est pas. Il y a d'autres façons probablement de faire du thermique, que ce soit les ressources biomasse, des procédés électriques aussi en direct, hein, voilà, des pompes à chaleur, parce qu'on veut de la chaleur basse température, il y a d'autres façons de faire, de produire de la chaleur. Et du solaire thermique également, hein. Il y a d'autres façons de faire du thermique plutôt que de brûler de l'hydrogène, mais donc c'est des sujets qui font débat. Parfois, on a besoin des températures de flamme très élevées, à plus de 600 ou 800 degrés, hein, dans des procédés des tuiles, par exemple, du verre. Et là, c'est difficile d'aller retrouver peut-être d'autres substituts. L'hydrogène, quand on le brûle, il est à haute température, donc
un client intéressant. Alors, je passe aux usages, peut-être j'accélère sur les usages. Sur les carburants de synthèse, le carbone viendrait de quoi? Non, non, c'est pas. Il n'y a pas de question naïve. Le CO2, il y a toujours. Soit il est d'origine fossile, soit il est d'origine biogénique, donc du CO2. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, en fait, toute la question sur le CO2, justement, c'est euh, du CO2 biogénique. Si on veut du CO2 biogénique, donc ça serait d'installation, par exemple, de méthanisation, puisque les méthanisations produisent 40% de CO2. Donc, ce CO2, il pourrait être utilisé pour faire ça. Ou bien des chaufferies biomasse, hein, par exemple. Donc, là aussi, on a du CO2 biogénique. Mais enfin, le problème, enfin, on va dire, c'est le problème de quantité. C'est-à-dire que l'aérien ou le maritime, pour faire une usine de fabrication de ces carburants, faut quand même pas mal de CO2. Et ce CO2, que ce soit des chaufferies biomasse ou de méthanisation, il est un peu réparti en fait sur le territoire. Et donc, il y a une question de rassembler ce CO2 si on veut l'utiliser pour faire des carburants. Et c'est sûr que les promoteurs de ces carburants de synthèse pensent que le CO2 situé en CO2 industriel sur une raffinerie ou sur une zone chimique, le CO2 industriel, il y a des plus grandes quantités d'hydrogène disponibles, donc c'est plus simple de le faire. Mais ceci dit, le poids carbone n'est pas le même, parce que si le CO2 est biogénique ou fossile, c'est pas la même empreinte sur sur le changement climatique. Alors, les usages en mobilité, donc l'hydrogène est envisagé comme un des carburants possibles pour venir remplacer les carburants traditionnels et principalement au travers des véhicules électriques qui pourraient être équipés de piles à combustible, hein, de piles à hydrogène. Donc les piles, ce qui vous est représenté sur la partie droite, hein, c'est un empilement on refait la réaction inverse de l'électrolyse. Dans une pile, l'hydrogène se recompose avec l'oxygène de l'air pour refaire de l'électricité et de l'eau, avec un rendement moindre quand même, de l'ordre de 40%. Et donc ça, voilà, ces piles représentées sur le schéma, hein, intégrées dans un véhicule associé à un réservoir d'hydrogène, donc à 300 ou 700 bars, permettent de reproduire de l'électricité et de venir alimenter le moteur électrique. Donc, on va dire, les véhicules hydrogène équipés de piles, c'est une sous-catégorie ou c'est une option des véhicules électriques. On reste sur une chaîne de traction ou de propulsion électrique. Sauf que l'électricité, au lieu d'être embarquée en batterie, elle est recombinée. Et donc, la complémentarité, souvent, une opposition qui est faite entre les technologies de la pile à combustible et de la batterie. En fait, plus qu'une une opposition, c'est une complémentarité. C'est-à-dire que l'hydrogène va être intéressant là où la batterie arrive à ses limites, et notamment en termes d'autonomie. Donc, si on veut parler en kilomètres, par exemple, en kilomètres parcourus, on arrive plus facilement à embarquer de l'énergie électrique avec une pile et un réservoir hydrogène qu'avec des batteries, par exemple, pour un poids lourd qui veut fonctionner sur plusieurs centaines de kilomètres ou 8 heures par jour, par exemple, 8 ou 10 heures par jour. En termes d'intensité d'usage, quand on a des véhicules, par exemple, on pense à des chariots élévateurs ou ce genre de choses qui ont un temps de remplissage limité ou qu'on ne peut pas immobiliser à la recharge, ça peut être intéressant. Et puis, pour la mobilité lourde, la question des camions, s'il s'agit d'utiliser une partie de la remorque pour héberger des piles, des batteries, on dégrade en fait la charge ou l'espace, le volume qui est la fonction principale du camion. Et donc, c'est là où la pile à hydrogène peut avoir son intérêt par rapport à la batterie
on va dire, c'est aux limites, si on parle aux limites de la batterie, donc plutôt sur les poids lourds, on va dire, la mobilité lourde. Il faut savoir que quand même, on a un rendement global avec l'hydrogène qui va être de 25 à 30 entre, si on prend l'énergie électrique d'entrée en primaire, jusqu'à la roue du véhicule. Donc, on sera 25 à 30 si on comprend l'électrolyse, l'étape d'électrolyse, la compression à 700 bars, remplir dans le véhicule, passer dans la pile, puis dans le moteur électrique du véhicule, voilà, en 25 à 30 par rapport par rapport à 70 si on est sur un cycle batterie. Donc c'est pour ça que euh, dans le domaine de la mobilité, ce qui est préconisé sur un plan d'efficacité énergétique, c'est si on peut utiliser l'électricité sans passer par le vecteur hydrogène, c'est ce qui est préférable en fait. C'est pour économiser l'électricité, c'est de passer plutôt par la batterie plutôt que par l'hydrogène. Lorsque la batterie peut faire le travail, c'est ça la question. Donc c'est pour ça que voilà, cette complémentarité, c'est vraiment à l'usage, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Il y a une question qui reste ouverte, c'est celle de la combustion, des moteurs à combustion à hydrogène. Euh, Aujourd'hui, elle avait été, c'est Mazda principalement qui avait développé ces sujets, qui a été un des derniers constructeurs automobiles à explorer ça, puis qui a arrêté. Et en fait, là, on voit qu'il y a un regain vraiment d'intérêt sur la combustion. Euh, alors, ça dépend des véhicules. Mais pour les bateaux, pour les engins spéciaux, des véhicules, enfin des véhicules ou des engins de chantier, ce genre de choses, ça pourrait être intéressant parce que notamment les moteurs de bateaux, ils ont une durée de vie très longue. Et donc, plutôt que d'attendre la fin de vie de ces moteurs, voilà, on pourrait, il y a des tests pour aménager les injecteurs, etc., et permettre de basculer plus vite sur voilà, sur d'autres carburants. Mais voilà, il y a des problèmes, on va dire, problème lié à la combustion, c'est que la température est très haute, elle émet beaucoup de NOx, donc, et puis le rendement aussi est moins bon. Les tests montrent que la combustion est quand même moins bonne que le fait de passer de l'hydrogène dans une pile. Mais disons que c'est quand même une option qui est sur la table pour certains segments. Alors après, sur les autres, sur la mobilité, bon, voilà, un petit peu en usage, en image, je veux dire, ce qui se développe un petit peu actuellement, hein, il y a tout un panel de types de véhicules dans la mobilité professionnelle. C'est essentiellement la mobilité professionnelle, hein, c'est pour le transport de voyageurs ou de marchandises. Il y a une gamme un peu étroite encore de véhicules, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on en est un petit peu au premier de série hein, dans tout ça. C'est pas, il y a des pannes, il y a des pannes, il y a des, voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on fait face à des technologies, bon voilà, de moteur de combustion interne qui a plus de 100 ans d'histoire et d'histoire industrielle et de mise au point, etc. Et donc, bon voilà, réinventer un peu, remplacer par autre chose, c'est compliqué. En tout cas, il y a une courbe d'apprentissage. Ça ne peut pas se faire sans une logistique de production et de station-service, ça c'est clair. Vous ne vendez pas un véhicule aujourd'hui à hydrogène sans qu'il y ait une possibilité de le recharger. Donc c'est pour ça que la mobilité hydrogène ne peut s'envisager que si il y a en même temps les stations qui se développent avec. Donc, et ça, c'est là aussi, c'est des coûts importants. L'équilibre, et puis avec, il faut que ce soit aussi à peu près acceptable économiquement. Donc, on envisage des prix de l'hydrogène à la pompe de l'ordre de 7-8 euros kilo à la pompe pour que ce soit à peu près rentable. Aujourd'hui, en France, on en est à peu près une centaine de stations-service en train de se déployer pour ces types de véhicules là que vous voyez. Bon, j'ai mis quand même le Navibus qui est sur l'herbe quand même. Mais il marche pas. Ouais. Ouais. Ah oui, il est encore en panne. Ouais.
je sais bien. C'était voilà, enfin, un démonstrateur en tout cas. Mais c'est vrai que la pertinence, enfin, on pourra en revenir, hein, c'est la pertinence sur un bateau comme ça, il n'y a pas besoin d'hydrogène. Enfin, l'autonomie nécessaire, voilà. Néanmoins, il a eu le mérite de tester quelque chose et c'était plus compliqué probablement aussi de tester quelque chose sur des bateaux plus grands. Il y a peut-être plus de coûts, plus de frais. Et avant de mettre quelque chose, par exemple, sur la Loire ou sur l'estère de la Loire, bon, voilà, c'était peut-être plus simple de passer par ce démonstrateur sur l'herbe. Euh, bon, il y a toujours la question du véhicule particulier à hydrogène. Probablement que, enfin, il y a des développements hein, chez Toyota, chez Hyundai, etc. Mais là, c'est la question de la nécessité de l'hydrogène pour les véhicules particuliers. Elle est quand même assez aiguë parce que les on va vers une évolution des pratiques des déplacements. Voilà, posséder un véhicule qui fait tout et qui permet de faire 800 ou 1000 km, c'est peut-être le monde d'avant. Les véhicules à batterie vont être aussi de plus en plus performants. Donc le fait d'avoir besoin de véhicules particuliers à hydrogène généralisés, nous, on ne voit pas vraiment la nécessité. Peut-être qu'il en existera peut-être à la marge pour certaines utilisations. Par exemple, il se développe des taxis hein, sur cette base-là à Paris, les taxis hype, mais avec une utilisation très intensive. Mais donc le véhicule particulier pour tout le monde, c'est probablement pas nécessaire. En tout cas, voilà, l'avenir le dira, mais nous, on ne le voit pas forcément comme nécessaire. Alors, j'avance peut-être un peu rapidement sur ouais, la suite. Les troisième type d'usage, hein, c'est envisagé pour l'hydrogène, c'est les usages plutôt vraiment comme manière de stocker de l'énergie. Et là, il y a deux échelles en fait. Il y a ce qu'on appelle le power to gas, donc c'est le fait de connecter en fait le réseau électrique au réseau gazier en électrique lorsqu'il est disponible, en produisant de l'hydrogène, en l'injectant dans les canalisations de gaz naturel, soit de manière directe, soit en le recoupant pour en faire du méthane de synthèse, du CH4 et de l'injecter dans les infrastructures gazières. Pourquoi faire ça? Parce que en fait, les capacités de stockage du réseau attaché au réseau électrique, en fait, elles sont, quand bien même on les développe, des térawatts. Euh, Tandis que les capacités de stockage du réseau sont vraiment d'un autre ordre, elles sont de l'ordre. Et en fait, on donne accès, enfin, avec le maillon hydrogène, en passant du réseau électrique au réseau gaz, on permet au réseau électrique de stocker des grandes capacités d'énergie électrique lorsqu'on est en surplus, bien évidemment. Et ce qui peut être le cas sur certaines périodes, par exemple de l'hiver enfin, ou du printemps, quand il y a beaucoup d'éoliens, ou enfin ce qu'on envisage, lorsqu'il y aura beaucoup d'éoliens, ou l'été, il y a beaucoup d'énergie solaire et un pic solaire, voilà, d'utiliser cette énergie en produisant de l'hydrogène ou du méthane de synthèse, en le stockant dans les réseaux gaz et en l'utilisant plutôt sur la période hivernale quand c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment déplacer ou stocker de l'énergie d'un mois à un autre. C'est vraiment ça le principe. Et le principe de méthanation, donc de recomposer de l'hydrogène avec du CO2, la réaction de Sabatier pour faire du CH4, ça alors on rajoute une étape de rendement, hein.
Donc voilà, on dégrade encore. Mais lorsqu'on a du photovoltaïque ou de l'éolien en surplus, ben, enfin, le rendement il est de zéro si on ne l'utilise pas. Donc le fait de l'utiliser, au moins, voilà, on le stocke pour plus tard. Et la deuxième application, c'est la slide suivante, la deuxième application envisagée. Donc c'est vraiment à une échelle très micro. Mais les principes sont un peu le même. Lorsqu'on, dans certains cas, hein, c'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, si on veut être sur un site autonome en électricité, là c'est le cas du site Amafat à La Réunion. Si on veut être en autonomie électrique à partir d'une production photovoltaïque, eh bien, on peut. Alors parfois des batteries sont suffisantes, mais parfois une chaîne hydrogène, donc avec un petit électrolyseur, un stockage d'hydrogène et une pile, peut permettre de compléter le stockage. Et typiquement, la batterie, elle va faire un stockage d'électricité un peu jour-nuit. Et puis, lorsque d'une semaine à une autre, il y a vraiment une variation, soit des consommations, soit du productible solaire, hein, parce que parfois, il y a des semaines qui sont moins éclairées, eh bien, la chaîne hydrogène permet voilà, de compléter les batteries en déplaçant, enfin en utilisant l'énergie qui a été produite la semaine précédente ou 15 jours avant pour être totalement autonome. Et ce type d'application, ce n'est pas forcément vrai partout, mais ça peut être intéressant sur les sites off-grid. Alors, voilà, sur les applications, je vais peut-être passer rapidement sur les éléments de la stratégie nationale et le développement de la filière en France pour me passer de temps peut-être sur les scénarios, puis les éléments de conclusion. Alors, la stratégie nationale, juste pour mémoire, deux événements voilà, un peu structurants dans le paysage. C'est qu'en 2018, donc, il y a un premier plan national qui a été énoncé par le ministre Nicolas Hulot de l'époque, qui a c'était le premier plan qui identifiait les enjeux énergétiques et environnementaux autour de l'hydrogène, en se disant peut-être qu'on aura besoin d'hydrogène effectivement pour les transports, pour l'énergie, etc. En donnant voilà, aussi des premiers moyens voilà, sur des appels à projets, etc. Puis en septembre 2020, ça a été une stratégie nationale qui, du coup, alors là, c'est la photo avec Bruno Le Maire, qui a plus donné écho à des enjeux autour du développement économique de la filière, des enjeux de réindustrialisation, de souveraineté technologique. Et puis, voilà, en réaffirmant un petit peu les mêmes axes, hein, commencer par décarboner l'industrie en faisant émerger une filière française de l'électrolyse, développer la mobilité lourde, et puis soutenir la recherche, l'innovation et préparer les compétences pour les usages à venir. Et puis avec des objectifs assez ambitieux pour 2030, 6,5 gigawatts d'électrolyse, c'est quand même colossal, c'est même presque inatteignable, mais c'est colossal. Et puis une stratégie, en tout cas sur une ambition sur 10 ans, ce qui donne de la visibilité aussi quand même sur le sujet, et puis des moyens conséquents de plus de 7 milliards qui sont injectés sur le sujet. Alors, parmi les outils financiers, enfin parmi voilà, comment ça s'est traduit, je me permets, comment ça s'est traduit, voilà, ce développement, cet amorçage du soutien de la filière en France. Donc, il y a l'ADEME a été mise à contribution par le lancement de différents appels à projets, notamment en amorçant des écosystèmes, ce qu'on appelle les écosystèmes territoriaux, c'est-à-dire permettre de commencer un premier déploiement, notamment dans le domaine de la mobilité, en amorçant une production locale d'hydrogène en même temps que les usages. Et donc, l'idée, c'est que sur la mobilité lourde, permettre aux premiers trains, aux premiers bus, aux premiers camions, etc., de pouvoir fonctionner. Et donc, pour qu'ils fonctionnent, de produire localement de l'hydrogène par électrolyse. Et donc, à date, voilà, on compte en France
35 écosystèmes qui ont été soutenus. Ça représente plus de 80 mégawatts d'électrolyse. Et puis, et il y en a dans la région ouest. Et notamment, c'est le projet probablement que vous connaissez, hein, de Bouin et l'entreprise Life qui développe une production d'hydrogène à partir du parc éolien pour alimenter des différents usages à La Roche-sur-Yon, au Sable d'Olonne et au Mans, il me semble, pour l'instant, hein. Donc, c'est un début. Et puis, donc ça, ce sont les appels à projets de l'ADEME. Au-delà de ça, en fait, les deux outils majeurs d'accompagnement de la filière, c'est ce qu'on appelle, bon, c'est un jargon de l'IPCEI hydrogène, c'est un terme euh, anglais pour euh, le soutien aux usines d'équipement qui se développent en Europe, en fait. Les IPCEI, c'est un mécanisme par lequel l'Union européenne autorise les États membres à financer de l'outil industriel, chose que, voilà, selon les textes européens, c'est pas possible. Mais voilà, l'IPCEI donne droit à la possibilité aux États membres de subventionner des usines, quoi, en fait. Et donc, il y a plusieurs, enfin, ce que représente la carte, là, c'est les différentes usines qui ont bénéficié de ce soutien. Donc, on retrouve, bon, voilà, des noms d'industriels français un peu classiques, hein, Alstom, Arkema, Air Liquide, il y a Renault, il y a Faurecia, voilà, il y a des Michelin par là, c'est Symbio Fuel Cell, etc. Bon, voilà, c'est donc développer des usines de fabrication des équipements. Et puis l'autre mécanisme qui est à venir et qui va faire émerger, qui va être, enfin faire émerger pas mal ouais, de choses, c'est quand même le mécanisme de soutien à la production d'hydrogène par électrolyse. Donc c'est de la même manière que les énergies renouvelables électriques se sont développées par des tarifs de rachat, bah, c'est un peu l'équivalent sur l'hydrogène, c'est-à-dire des appels d'offres qui viendraient euh, euh, retenir des installations d'électrolyse et puis une subvention en euros au kilo d'hydrogène produit. Voilà. Donc, ce qui devrait permettre de faire émerger des électrolyseurs de grande taille, de plusieurs centaines de mégawatts, dans des bassins industriels. Grands électrolyseurs, c'est quoi actuellement? Les électrolyseurs qui sont envisagés là, alcalin ou PEM, c'est de l'ordre de 20 mégawatts qui existe aujourd'hui. Et donc, il y a un vrai enjeu. Là, les projets dont on parle, par exemple à Dunkerque ou ailleurs, dans la vallée du Havre, etc., c'est 200, 300, 400 mégawatts. Donc, il y a un vrai enjeu à, euh, à changer d'échelle, hein. Et alors, certes, ce sont des technologies modulaires, donc bon voilà, on peut se dire ça s'empile, mais bon, ça c'est sur le papier. Après, il y a la vraie vie. Il faut pouvoir assembler tout ça et faire que ça fonctionne. Donc oui, c'est un vrai enjeu de monter en gamme, hein. Pour finir sur la vision un peu stratégique de long terme. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les scénarios de neutralité de l'ADEME. On a sorti il y a un an et demi maintenant des scénarios prospectifs qui s'appellent Transition 2050 euh, et qui proposent en fait quatre récits un peu différents, quatre organisations de sociétés différentes à l'horizon 2050 sur eh bien enfin qui illustrent en fait des chemins possibles voilà, sur l'organisation de la société, la manière de fonctionner. Alors, voilà, les scénarios ont un petit nom. Scénario 1, la génération frugale. Scénario 2, coopération territoriale. Scénario 3, technologie verte, me semble-t-il. Et scénario 4, Paris réparateur, il me semble. Et donc,
si vous voulez, on part du scénario S1, de scénario vraiment low-tech, où on a voilà, beaucoup de réorganisation locale. On part des technologies qu'on connaît aujourd'hui. On se base pas du tout sur l'innovation ou autre. Voilà, on mange 3 fois moins de viande. On fait des rénovations massives. Et jusqu'au scénario S4, très à l'inverse, qui est très, on ne touche pas au mode de vie. On fait confiance aux technologies, notamment de captage du CO2, et notamment on fait appel aux technologies de captage du CO2 dans l'air. Voilà, on ne remet pas forcément en cause nos façons de fonctionner. On, on part sur les tendances qu'on a connues voilà, sur les années, les dernières années, et voilà, on essaie de voir si il y a un scénario de neutralité carbone qui arrive à cela, et si on y arrive. Donc c'est vraiment, enfin, au travers de ces travaux-là, pardon, la dame a souhaité un peu éclairer le champ des possibles, en fait. C'est pas euh, plutôt que de dire il y a un seul scénario, c'est bah voilà, en fonction de ce qu'on connaît, ce qui est possible. Maintenant, c'est aussi à la société de se saisir de ce champ des possibles et de décider de ce qu'on veut voilà, collectivement et à chaque échelle. Et donc, ça a été un travail vraiment de rebouclage de beaucoup d'hypothèses, de données, etc. Et au moins une centaine de collègues qui ont été mis à contribution pendant 2 ans pour reboucler. Parce que ça, il faut, c'est pas que de l'électricité, c'est aussi des modes d'évolution bah, de nos façons d'habiter, de se déplacer, les questions de recyclage, de matière, les scénarios agricoles, euh, et puis aussi est-ce qu'il y a des échanges internationaux ou pas, etc. Enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres. Mais disons qu'on a essayé de rassembler ça en des récits un peu caricaturaux. Alors, parmi les enseignements un peu clés de ces scénarios, c'est que, bon, c'est pas une surprise, mais la neutralité carbone sera forcément un chemin difficile. Alors, c'est le graphique en haut à droite. Euh, on arrive à peu près à boucler, à être neutre en carbone, parce que il y a des émissions résiduelles, c'est les barres oranges là mais on fait appel aux puits de carbone. Donc en vert, c'est les puits biologiques, le fait voilà, d'utiliser soit les forêts, soit en préservant les sols pour stocker du carbone ou du matériau bois. Et puis plus on va vers la droite, plus c'est la barre grise en dessous, c'est du stockage géologique du CO2. Donc le fait de le capter, soit des cheminées industrielles ou bien voilà, pour le stocker. Et donc on y arrive, mais grâce, on va dire, grâce au puits de carbone. Et en tout cas, les scénarios les plus risqués, bah, c'est le scénario 1 et 4, sans surprise. Le scénario 4, il repose beaucoup sur la faisabilité technologique, c'est un pari technologique. Et puis le scénario 1, c'est quand même une réduction drastique. Enfin, c'est un pari sociétal, le fait d'une forme de sobriété plus subie que choisie, qui pourrait être voilà, difficile à accepter socialement. Enfin, en tout cas, sans débat, ça sera dur. Euh, donc, un chemin difficile. Ensuite, il y a une chose vraiment inconditionnelle, c'est qu'on n'y arrive pas si on ne réduit pas notre demande d'énergie et notre consommation de ressources. On essaie de boucler dans tous les sens, même le scénario S4. Et donc ça, c'est le scénario, enfin c'est le graphique en bas à droite. Notre consommation d'énergie, bah, voilà, en 2015, elle dépasse 1600 TWh, énergie finale. Eh bien, de S1 à S4, voilà, on est obligé de réduire drastiquement, de 23% à 55%, je crois, notre consommation d'énergie. Et puis en jaune, c'est la part renouvelable. Il nous semble que le renouvelable peut
fournir la grande majorité de l'énergie dont on a besoin sur ces scénarios. Et puis le dernier gros enjeu enseignement, c'est que y a tout un enjeu autour du vivant à préserver. Alors, parce que on a besoin, il y a un équilibre à trouver avec les usages alimentaires, en fait, hein, des surfaces agricoles, des usages énergétiques. Il y a beaucoup d'appétit aussi sur la biomasse ligneuse, hein, sur les forêts, mais il y a un équilibre carbone à trouver et puis de respect de la biodiversité dans les forêts. Et donc, l'emploi de la biomasse, il faut pouvoir la préserver. Enfin, on pourrait être tenté d'aller exploiter au maximum les forêts, mais voilà, c'est quand même un équilibre assez fragile. Donc, il y a eu toute une partie de ces scénarios qui a consisté à dire jusqu'où on va en utilisant la forêt et puis les surfaces agricoles, hein. Il y a eu même des tensions internes à l'ADEME, hein. Enfin, dans la construction des scénarios, euh, voilà, entre jusqu'où on va, quoi. Les questions ne sont pas simples. Alors, l'hydrogène dans tout ça, et j'ai presque fini mon propos, hein, c'est nous, on n'est pas parti du principe que fallait de l'hydrogène à tous les étages et que ça allait régler la solution. On est plutôt, ça a plutôt été voilà, est-ce qu'il y a besoin d'hydrogène? Et donc, on a eu beaucoup de travail, de discussion avec nos services, nos collègues de la mobilité, de l'industrie, des énergies renouvelables, etc., pour savoir si, voilà, si c'est un intérêt ou pas. Donc là, ce graphique-là, il vous représente la production, enfin l'usage de l'hydrogène selon les scénarios, donc de S1 à S4, les 4 scénarios, par rapport à la situation de 2019 aujourd'hui, les 20 TWh qui sont l'hydrogène carboné. Aujourd'hui, ce que je vous disais dans le raffinage ou dans la production d'engrais, c'est de l'hydrogène carboné. Mais sur les scénarios S1 à S4, on n'est pas forcément sur l'hydrogène carboné. En tout cas, on a identifié qu'il y avait besoin d'hydrogène. La multiplication est de 2 à 5, de nos besoins d'hydrogène pour boucler, en fait. Alors, à l'échelle de l'ensemble du scénario, notre consommation d'énergie globale, ce n'est pas énorme, la place de l'hydrogène. Hein, c'est pas 20 ou 30% de notre consommation d'énergie en 2050 qui sera de l'hydrogène, pas du tout. Mais ça viendra donner de la flexibilité, en fait, boucler le scénario, en fait. C'est surtout ça. Ça donne des jeux, ça donne de la flexibilité. Et ce qui apparaît principalement, c'est qu'on aura besoin d'hydrogène c'est le bar vert, c'est ce qu'on appelle le power to gas, ce que je vous dis, ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de stocker des quantités d'électricité en passant par les infrastructures gaz et de faire du stockage intersaisonnier. Ça, on en a besoin sur 3 scénarios sur 4. Et on en a besoin parce que à 2050, avec une part importante d'énergie renouvelable et aussi la nécessité de décarboner les infrastructures gaz, en fait. C'est vrai que aujourd'hui, on consomme quand même l'ordre de 300 TWh de gaz naturel, qui sont du gaz fossile. Ce sera principalement remplacé par du biométhane. Et puis peut-être du biogaz issu de pyrogazéfication de biomasse. Mais si on veut préserver ce que je vous disais, l'équilibre sur la biomasse, ne pas faire des méthaniseurs trop grands et de trop tirer sur les surfaces agricoles ou de pyrolyser trop de biomasse issue des forêts, eh bien, et qu'on veut quand même décarboner ce gaz, et le complément, c'est de passer par le power to gas, en fait. Après, il y a des usages industriels qui seront variés d'un scénario à un autre, hein. Ça, bon, je ne vais pas commenter tous les chiffres, hein, parce que sinon ça pourrait être un peu long, mais voilà, le méthanol, l'acier, les carburants de synthèse, on voit que bon, ça dépend des scénarios, mais ce sera nécessaire d'y recourir un peu. En tout cas, on ne voit pas la nécessité de l'hydrogène pour décarboner les usages dans les bâtiments. Très clairement, le particulier, distribuer de l'hydrogène jusque chez les particuliers, dans les immeubles, etc., on voit, il n'y a pas de nécessité. Si on fait de la rénovation, qu'on baisse nos besoins,
Voilà, si avec les pompes à chaleur, le solaire thermique, etc., on devrait pouvoir s'en tirer en fait. Et puis, dernier point, on a comparé un petit peu avec nos copains de RTE Négawatt, les scénarios, juste deux choses. Avec RTE, en fait, on a les différences, c'est que principalement RTE, ils sont sur un scénario, enfin sur un périmètre système électrique. Eux, ils ne sont pas allés voir, c'est un peu enfin, ils sont pas allés voir. Et ça n'intègre pas le modèle alimentaire, comment on se déplace, les modes. Enfin, c'est pas un modèle de société, c'est un modèle de système électrique. C'est la première différence, mais qui peut expliquer du coup certaines choses aussi. Et ils recourent à l'hydrogène pour équilibrer le système électrique en boucle. Comment dire, ils refont de l'électricité, ils font du power to hydrogène to power pour rééquilibrer leur système électrique, nous, ce qu'on n'a pas envisagé. Et puis, ils voient pas mal de déploiements de l'hydrogène comme des usages thermiques dans l'industrie. Ce que nous, on ne voit pas forcément en fait. Et puis avec Negawatt, bah, finalement, nos scénarios sont assez similaires sur pas mal de plans, et notamment sur le power to gas. Excepté vraiment une différence un peu notable, c'est Negawatt ne voit pas enfin ne voit pas, il ne considère pas la nécessité de l'hydrogène dans le transport. Donc ça, c'est la base bleue là, dans le scénario S2, S3, le fait d'utiliser de l'hydrogène dans les véhicules lourds. Negawatt s'appuie exclusivement sur l'électricité et puis sur le gaz. Voilà. Donc, c'est une des différences avec Negawatt, mais sur le reste, les choses sont assez similaires. Je finis, j'ai beaucoup parlé, mais je finis. Pardon, ouais. Dans le S4, il n'y a absolument pas de power to gas. En fait. Non, parce que en fait, le S4, il est basé sur on continue avec les fossiles. Ouais. Et en fait, il n'y a pas besoin. On continue avec le fossile, donc en fait, on continue à faire des engrais, enfin, des engrais avec du gaz naturel, mais on fait on capte le CO2. Et puis, donc, pas besoin au power to gas. Mm. Dernière slide pour un peu conclure et élargir le propos. Bah, je vous le disais en intro, hein, ça fait 10 ans que je suis sur l'hydrogène. C'était un sujet confidentiel il y a encore quelques temps. Maintenant, c'est un peu en haut de l'affiche, même avec des enjeux des fois un peu enfin, géopolitiques. Hein, enfin, les échanges, par exemple, entre la France et l'Allemagne sur la reconnaissance de l'hydrogène bas carbone euh, que la France veut développer à partir du mix électrique français qui contient pas mal de nucléaire. L'Allemagne qui dit ah non, non, moi, je ne veux pas de cet hydrogène bas carbone. Par contre, je veux importer de l'hydrogène renouvelable de l'Afrique du Nord et donc laissez-moi déployer des infrastructures traversant la France. Enfin, voilà, c'est ça qui est discuté hein, actuellement. Donc voilà, un sujet qui a quand même pas mal bougé avec des projections et des chemins qui sont vraiment multiples. Enfin, j'ai pas parlé des couleurs de l'hydrogène, mais voilà, souvent on caractérise l'hydrogène bleu, l'hydrogène gris, l'hydrogène vert, le rose, le jaune, le turquoise. Enfin, bon, j'en apprends. Il y a même du orange. Voilà, j'ai appris dernièrement. En fait, il y a beaucoup de projections possibles. Il y a plein de scénarios possibles avec l'hydrogène. Ça dépend de ce qu'on met derrière. Donc, il y a certains schémas donc, qui envisagent vraiment l'hydrogène, c'est le pétrole du futur. Donc, il y aura des échanges internationaux à grande échelle entre les continents. Voilà, on apportera de l'hydrogène des zones où il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, etc., vers les zones où il y a une industrie manufacturière et des échanges, enfin, et des besoins conséquents d'hydrogène, par exemple en Europe ou en Amérique du Nord. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres scénarios et logistiques enfin, possibles autour plutôt de boucles locales et d'une production locale d'hydrogène associée à une production d'énergie d'une énergie locale. Donc,
entre du micro et du macro, voilà, il y a plein de schémas envisagés, donc plein de production, de modes de production et de sources primaires à partir de laquelle on la produit. Donc, ça peut être à partir de renouvelables, ça peut être, certains l'envisagent très bien de se dire, bah, finalement, à partir d'électricité nucléaire, ça permet une autre façon de consommer de l'électricité. Donc c'est l'occasion de faire plus de nucléaire. D'aucuns se disent, bah, finalement, avec la technologie de capture de CO2, c'est parfait. Moi, je fais de l'hydrogène, mais en utilisant toujours du gaz naturel et des ressources fossiles, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, il y a plein de schémas et de projections possibles. Ce qui est important à voir, c'est il faut quand même, du point de vue, faut repartir, certes, des sources et des modèles possibles, mais aussi surtout des usages pertinents. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'hydrogène et pourquoi, en fait? Et faut vraiment repartir de ça. Nous, il nous semble que dans l'industrie, il y a certains secteurs, la sidérurgie, la chimie pour le méthanol, on va probablement en avoir besoin, ça va être nécessaire. Pour la mobilité lourde également, ça va être difficile. Alors, je rebondis sur l'article de Reporter. Bah, c'est sûr que si on veut prendre, si on se dit, bah, on ne change pas le modèle, c'est-à-dire que les camions, ils sont remplis qu'à 50% de leur. Parce qu'en fait, en général, ils sont vides. Enfin, une fois sur deux, ils sont vides, hein, les camions. Et on en met toujours autant et qu'on cherche des solutions pour décarboner, bah, c'est sûr que même l'hydrogène, on n'y arrivera pas et ça ne fait pas sens, en fait. Donc, s'il n'y a pas de raisonnement à partir de l'usage et de modération de la demande, enfin, j'anticipe sur le reste, mais de la sobriété, ça ne sert à rien de mettre de l'hydrogène, hein. Mais néanmoins, dans les mobilités lourdes, que ce soit en hydrogène direct ou avec les carburants de synthèse, il nous semble que c'est quand même les sujets un peu sans regret. Par contre, dès que c'est possible d'utiliser de l'électricité de manière directe, alors c'est ce qui est à privilégier pour une simple bonne raison que voilà, on dégrade le rendement si on passe par l'hydrogène. Et donc, pour les véhicules à batterie, quand c'est possible, eh ben, c'est ce qu'il faut utiliser. Et aussi dans des procédés industriels, hein, voilà, certains, enfin, on est amené voilà, parfois à discuter avec des industriels qui souhaitent passer à l'hydrogène et pour lequel notre réflexe, c'est bon, il y a de l'efficacité énergétique. Et puis, est-ce qu'on peut passer à des procédés en usage direct de l'électricité parce que c'est quand même plus efficace. Il y a tout un débat autour des infrastructures. Est-ce qu'il faut faire des pipelines qui traversent la France, qui acheminent de l'hydrogène voilà, du sud de l'Europe ou du nord de l'Afrique pour alimenter l'Europe gourmande en énergie? Est-ce qu'il faut financer des terminaux portuaires, etc. Enfin, et qui paye, comment, pourquoi? Enfin, actuellement, c'est vraiment ces sujets-là, mais aussi dans le bassin Nantes-Saint-Nazaire, hein, ces questions, voilà. Et puis, des choses à garder en tête, c'est qu'il y aura toujours des contraintes matières. Je n'ai pas évoqué, mais il y a quand même des matériaux précieux qui rentrent dans la fabrication des électrolyseurs et des piles. C'est notamment du platine, de l'iridium, du nickel, du titane, et ça, c'est pas des ressources infinies sur Terre. Voilà, même si on fait de l'hydrogène renouvelable, il y a quand même de la matière à mobiliser et il faut pouvoir aussi la recycler. Et puis, il y a la disponibilité en eau. Nous, on a quantifié que si, voilà, pour le pire des scénarios, si on veut 100 TWh d'hydrogène, le besoin en eau, c'est de l'ordre de 2 à 3% de la consommation d'eau actuelle sur notre consommation nationale en fait, d'eau potable. Donc c'est relativement, c'est relativement faisable, mais ça ne veut pas dire que localement, il n'y aura pas des problèmes en fait. Parce que des fois, en local, un raisonnement global ne veut pas dire que localement, voilà, si on est en région PACA par exemple, l'été, même s'il y a du photovoltaïque et qu'on peut produire de l'hydrogène de manière renouvelable, s'il n'y a pas d'eau ou s'il y a une concurrence d'usage bien sûr avec les autres
avec les usages domestiques ou avec l'agriculture, c'est compliqué. En tout cas, nous, c'est un peu notre, notre conclusion, et pour faire écho à l'article, c'est qu'on ne considère pas, vraiment pas l'hydrogène comme la solution seule et unique aux problèmes environnementaux, surtout pas, et on fait la chasse à ça, hein. C'est-à-dire, génial, les porteurs de projets, enfin, ça arrive de moins en moins quand même, mais c'est super l'hydrogène, et on en oublie tout le reste. Non, commençons par le reste, c'est-à-dire c'est quoi les usages? Est-ce qu'on a besoin de voilà, enfin, réduisons notre demande d'énergie, nos demandes de déplacement, nos demandes de matière. Et puis après, l'hydrogène peut permettre voilà, d'améliorer, c'est du premium, quoi, d'améliorer les choses, mais sans la sobriété des usages et des modes de production de vie, l'hydrogène n'a pas vraiment de sens. Voilà. J'ai été un peu long, désolé, je vois l'heure. Voilà, on passe aux questions maintenant, hein. Si vous avez des questions, aussi bien les gens en distanciel qu'en présentiel. Voilà. Qui veut prendre la parole? Silence. Oui. Donc, il y a un plan à 7 milliards qui a été annoncé. C'est 7 milliards sur quelle période et où est-ce qu'on en est des dépenses de ces 7 milliards? C'est dans le cadre de la relance, hein, je crois que ça s'est fait. Alors, les 7 milliards envisagés, c'est sur. Il y a même eu un complément de 2 milliards. Voilà. Donc, on est à 9 milliards plutôt, sur 10 ans. Et pour l'instant, c'est plutôt de l'ordre de 3 milliards qui sont envisagés quasiment fléchés, en fait, sur les usines d'équipement. En fait, c'est principalement ça. Donc, et le mécanisme de soutien à la production, là, les tarifs, ce que tarifs d'achat, enfin 1 € au kilo d'hydrogène, c'est de l'ordre de 4 milliards qui sont envisagés là-dessus. C'est oui, c'est très gourmand, effectivement. En tout cas, c'est prévu sur la période. Et après, bah, les appels à projets de l'ADEME à côté, c'est d'un autre ordre. Enfin, les écosystèmes, pour l'instant, c'est de l'ordre de 300 millions d'euros. On a aussi un appel à projet pour développer l'innovation, c'est de l'ordre aussi de 300 millions d'euros. Mais donc, voilà, sur l'enveloppe des 9 milliards, on va dire pour l'instant 3 milliards sur l'industrialisation qui sont fléchés, et puis 4 milliards sur des appels d'offres à venir qui vont débuter peut-être cette année ou l'année prochaine, et jusqu'à des appels d'offres jusqu'à 2030 pour 1 gigawatt d'électrolyse. Un complément de question, est-ce que de ces sommes, il y a une partie qui va pour financer des recherches sur le nouveau nucléaire, puisque le nucléaire, apparemment, servirait pour produire de l'hydrogène? Est-ce que tu sais s'il y a des fonds qui vont être, je dirais, détournés pour la recherche donc, sur ce nucléaire? Alors, à ma connaissance, non, hein. Sur cette enveloppe-là, on est vraiment sur dédié sur l'hydrogène, sur des choses, on va dire, aval, c'est-à-dire post-réseau électrique, enfin, qui se connectent éventuellement sur le réseau électrique des électrolyseurs. Donc après, voilà, ça pose la question de l'amont. Mais sur cette enveloppe-là, il n'y a pas, enfin, sur ces 9 milliards, il n'y a pas de lien ou de projet, enfin, dont je peux avoir connaissance, de lien direct avec une source de production nucléaire. Il me semble en revanche que dans le plan France 2030, parce que il y a eu le plan de relance que tu évoquais,
Et puis ensuite, voilà, c'est ça. Les 7 milliards, c'est dans le cadre du plan de relance. Et les 2 milliards supplémentaires, c'est dans le cadre de France 2030. Et là, par contre, il y a des programmes de développement spécifiques au nucléaire, me semble, notamment sur les SMR. Ouais. Alors, de mémoire, ça doit être de l'ordre de 2 kWh pour 1 kg d'hydrogène. C'est l'ordre de grandeur, hein, 2 kWh. Donc, un kWh, enfin, 1 kg d'hydrogène, c'est 33 kWh. Voilà. Et donc, il faut, à 200 bars, il me semble qu'il faut 1,5 à 2 kWh électriques pour comprimer, passer de 20 bars, 10-20 bars à 200 bars. Ça serait pas 800 bars apparemment dans certains endroits, et dans ce cas-là, c'est un autre rendement, je pense. Oui, effectivement, la pression finale dans les véhicules envisagés, c'est plutôt 700 bars. Ouais. Et là, le chiffre, je ne l'ai pas en tête, je crois que c'est de l'ordre de 5 ou 5 kWh électriques, je pense. Parce que les premiers, c'est les premiers étages de compression qui sont plus gourmands, en fait. C'est pas linéaire. Ouais, c'est pas linéaire. Ouais. Ouais. Donc effectivement, la compression de. On a fait une analyse de cycle de vie sur le véhicule hydrogène. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'analyse de cycle de vie, donc qui consiste à se dire sur un véhicule, enfin voilà, un véhicule hydrogène, on va regarder du puits à la roue toutes les consommations. Enfin, il n'y a pas que l'énergie, hein, c'est aussi le CO2, mais aussi les métaux, et c'est aussi les émissions toxiques, la radioactivité, etc. Donc du puits à la roue. Et donc ces travaux-là, enfin, ils sont disponibles sur le site de l'ADEME. Il y a pas mal, effectivement, il y a pas mal de choses. Ah ben voilà, c'est ça. Bravo Bernard. Anticipé. En gros, 3 kW sur 33 kW, ça fait 10%, c'est ça, de perdu, quoi, pour la compression. Oui, c'est l'ordre de grandeur, 10-15%. Ouais. Bonjour, j'ai une question qui est moins technique. C'est plutôt, est-ce que derrière ces projets, entre guillemets, industriels, on n'est pas en train de faire tout ce qu'il faut pour que le système industriel et, entre guillemets, capitaliste continue? La voiture électrique, c'est une formidable relance de l'industrie de la voiture, alors qu'on sait qu'il faut changer de mode de transport. Le nucléaire, n'en parlons pas. On a des scénarios négawatts qui nous montrent qu'on peut gérer autrement l'énergie. Est-ce que derrière l'hydrogène, ce n'est pas à nouveau un projet à coloration industrielle avant d'être quelque chose qui servira à la transition énergétique? Est-ce qu'on n'est pas sur, effectivement, les enjeux fondamentaux du climat, de la biodiversité, du renouvellement sociétal, de nous pondre d'autres choses qui sont des réponses techniques sans avoir de réflexion politique à long terme? C'est un sujet compliqué, mais ce que je vous disais, c'est que l'hydrogène ne répond pas à tout. C'est pas parce qu'on sait faire ces technologies-là que ça règle tous les problèmes. Ça dépend comment on va le déployer. S'il s'agit simplement, par exemple, de remplacer le mode actuel de déplacement, enfin de possession de la voiture, une ou deux ou trois voitures par foyer, bon, ça ne règle pas les soucis. Il faut toujours autant de routes, il faut toujours autant de garages.
toujours, il y a toujours autant de bouchons dans les villes, etc., etc. Enfin, c'est pas le carburant qui change et qui règle tous les problèmes liés au transport et à la voiture. Donc, donc, nous, enfin, là, on est au début effectivement, on est au début d'une filière où c'est l'amorçage de quelque chose. On est quand même sur des aujourd'hui, je parlais de une centaine de stations, quelques centaines de véhicules. Donc, on est au début de quelque chose. Quel sera le mode de développement et de déploiement industriel à venir? C'est sûr qu'aujourd'hui, ça coûte cher encore parce que on les fabrique de manière unitaire, en fait. Et que bon, bah, les lois de la fabrication industrielle fait que bah, pour abaisser les coûts, il faut quand même massifier, en fait. Mais on va massifier jusqu'où, en fait? C'est aussi ces questions-là, hein. Est-ce qu'on est obligé de massifier autant, de fabriquer autant de véhicules que ce qu'on a fait sur les véhicules thermiques pour les utiliser? Est-ce qu'on aura besoin autant de véhicules? Voilà, c'est un peu ces questions-là. Mais en fait, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on est au tout démarrage en fait, de ces questions-là et on fait face quand même à des questions vraiment de surcoût. Un bus, par exemple, enfin, prenons, bon, si on se dit qu'on aura quand même toujours besoin de se déplacer collectivement, d'avoir des transports collectifs. Donc, on aura besoin de bus. Bon, voilà, il y aura peut-être des bus à batterie, des bus au bio-GNV, puis des bus à hydrogène. Ça dépend des ressources locales, etc. Bon, puis il ne faut jamais miser que sur une seule techno. Mais aujourd'hui, les bus, ils coûtent 4 fois, les bus hydrogène, ils coûtent 4 fois plus cher qu'un bus à l'achat, 4 fois plus cher qu'un bus gasoil. Ils coûtent ce prix-là parce que la chaîne de fabrication de la pile, des compresseurs d'air adaptés, etc., des redresseurs électriques et tout, bah, c'est quasiment, c'est pas de la fabrication main, mais voilà, on est sur des petites chaînes. Et en fait, le fait de massifier quand même la production permet à terme de baisser le coût. Alors, l'idée, c'est peut-être pas de baisser le coût jusqu'au bus diesel parce qu'on n'y arrivera pas, parce qu'il y a 100 ans d'histoire industrielle et puis et c'est amorti depuis longtemps, etc. Puis on produit peut-être trop, mais disons qu'il y a forcément une équation, enfin, on est un peu malgré tout obligé, si on pense qu'on a besoin de bus pour le transport collectif, d'en fabriquer. Et pour l'équation économique, elle repose quand même sur une forme de massification pour rendre ça acceptable, en fait. Mais l'équation, enfin, je prends l'exemple du bus, mais c'est un peu, voilà, voilà, c'est un peu compliqué, hein, mais en tout cas, j'ai pas toutes les réponses. J'ai une autre question sur la France là, qui veut faire de l'hydrogène à partir du nucléaire. On n'a pas parlé du tout d'où vient le matériau de base qu'on met dans les centrales, combien il faut de tonnes par an, combien ça coûte, donc de quel pays ça vient, quelle sera l'autonomie de notre pays à ce sujet-là, et je ne parle pas de l'ambiance internationale actuelle. Vous voulez dire de quantité d'uranium nécessaire, voilà, pour produire tout ça, etc. Nous, on ne l'a pas chiffré. Nous, ce qu'on a su chiffrer, ce qu'on sait chiffrer, enfin, je peux vous parler, c'est les scénarios ADEME de 2050 de la ressource électrique qui est nécessaire, du parc de production électrique nécessaire, pas que pour l'hydrogène, mais pour l'ensemble de nos usages électriques. Ça, on a modélisé, en fait. Alors, ce n'était pas dans les graphes que j'ai projetés, mais selon les scénarios, il y a une part la part principale, c'est de l'électricité renouvelable. Selon certains scénarios, il y a une part résiduelle à 2050 de nucléaire du parc existant. Alors, je ne sais plus dire
les valeurs, mais il me semble que c'est de l'ordre de 10% à 2050, mais ça dépend des scénarios. Peut-être que, enfin là, je ne les ai pas en tête. En tout cas, nous, on n'a pas chiffré forcément, on n'est pas remonté effectivement comme l'article de Reporter. Effectivement, on n'est pas remonté à l'équivalent, enfin à l'équivalent EPR par exemple, si on était sur un scénario nucléaire, de relance du nucléaire. Non, on l'a pas chiffré. On sait chiffrer le besoin d'électricité, mais on n'a pas, voilà, on n'a pas chiffré le productible, enfin le nombre d'EPR et la quantité d'uranium nécessaire. Il y avait dans le discours, on aura besoin de, je ne sais plus combien de centrales nucléaires pour réussir à le faire au départ. Vous disiez ça, qu'il fallait beaucoup de nucléaire pour faire cet hydrogène si on faisait à partir de nucléaire, non? Tu fais référence à l'article de Reporter dont parlait Jean-Claude en introduction, là. Oui, alors ça, c'est les calculs de Reporter, enfin de l'atelier d'écologie politique, dont j'ai dit tout à l'heure que je leur laisse la responsabilité de leurs calculs, quoi. On n'a pas vérifié. Comment? Oui, enfin, c'était, comment dire, les objectifs peut-être formulés à l'encontre de cette filière. En complément, on a sorti une étude récemment, c'est au mois d'octobre, je crois, novembre, une étude sur les trajectoires du secteur aérien pour se décarboner. Sujet un peu complexe. Et, et en fait, dans cette étude, il a été chiffré. Alors, déjà, elle démontre une chose, c'est que, enfin, sur le plan de l'hydrogène, c'est que l'avion à hydrogène n'est pas, c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que l'hydrogène n'est pas assez dense. Enfin, voilà, ce sera d'autres solutions techniques. Et que donc voilà, l'avion à hydrogène n'est pas forcément nécessaire. Il y a aussi l'idée que sans modération du trafic, on n'y arrivera pas. Enfin, voilà, ça c'est aussi la base. Enfin, la sobriété revient aussi sur ce sujet. Hein. Voilà, on ne peut pas continuer avec les mêmes taux de croissance sur voilà, le développement, l'usage de l'avion. Et il me semble que dans cette étude-là, on a chiffré les besoins électriques, et notamment en équivalent centrale nucléaire nécessaires pour décarboner les carburants. Il me semble qu'il y a des références dans ces travaux-là. Si vous voulez, après la réunion, je pourrais vous envoyer des liens sur ce secteur. Ça revient un petit peu à l'article de Reporter, si vous voulez. C'est-à-dire que de chiffrer, de dire bah, en fait si on change rien, si on change pas si on change pas nos besoins, notre modèle de déplacement, et si on continue toujours à autant prendre l'avion, etc. Ça veut dire quoi en besoin électrique, et donc ça voudrait dire quoi en centrale nucléaire? Il me semble qu'il y a un équivalent qui est inscrit. Mais en fait, derrière ces questions-là, en fait, c'est qu'on se rend pas compte de la quantité d'énergie qu'on engloutit, en fait. C'est celle voilà, du pétrole et de ses dérivés. Et dès lors qu'on souhaite basculer sur un vecteur électrique ou hydrogène, hein, bah en fait, on s'aperçoit qu'il faut des quantités colossales d'électricité, qu'elles soient nucléaires ou renouvelables, mais parce qu'on engloutit des quantités d'énergie incroyables. Et donc, en fait, voilà, c'est pour ça que quel que soit le secteur, que ce soit le transport, l'habitat, l'industrie ou le modèle alimentaire, voilà, il y a vraiment, on est irrigué d'une trop grande consommation d'énergie, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de,
il y a pas, il y a pas d'autre scénario que de baisser notre consommation d'énergie. Ou sinon, effectivement, il faut mettre des centrales nucléaires un peu partout. Ou sinon, il faut remplacer nos importations de pétrole par autre chose. Et donc, c'est ce que, par exemple, l'Allemagne envisage de faire avec l'importation d'hydrogène massive. Elle noue déjà des accords avec l'Arabie Saoudite, avec le Maroc, etc., pour importer de l'hydrogène avec les pays d'Amérique du Sud, d'importer massivement de l'hydrogène sans remettre en cause forcément son modèle de consommation, quoi. C'est-à-dire en préservant son industrie lourde et son industrie chimique, notamment, et en important massivement de, de l'hydrogène voilà, des pays tiers, quoi. Mais voilà, donc c'est le petit passage sur la stratégie allemande qui est aussi, qui comporte pas forcément beaucoup de sobriété. Voilà, on parle souvent des Allemands qui sont en avance sur le plan environnemental. Bon, ça dépend des sujets quand même. Petite remarque enfin, sur la transition énergétique. Je ne pense pas qu'elle puisse passer d'industrie. On a lu des articles récemment là, sur des projets d'éolien offshore en mer du Nord. C'est des projets absolument gigantesques avec des éoliennes monstrueuses, enfin de 200 mètres de haut, 300 mètres de haut, enfin aussi hautes que la tour Eiffel quasiment. Avec des fermes de plusieurs dizaines de ces monstres et avec des pipelines qui éventuellement évacueraient l'hydrogène produit à partir de ces fermes. Donc, il y a certainement des questions à se poser sur le mode industriel adopté. Est-ce que ça sera du capitalisme ou autre ça demande beaucoup de capitaux, de toute façon. Même si on baisse comment dire, nos consommations d'énergie, effectivement, suivant les différents scénarios, ça représente quand même des investissements énormes. Et bon, je crois qu'il faut en être conscient. Voilà. Pour rebondir sur ce que dit Jean-Claude, est-ce que dans les projets hydrogène, il peut y avoir des projets citoyens? C'est-à-dire, comment les citoyens peuvent intervenir dans cette question du vecteur hydrogène? Déjà, est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Et puis, est-ce que le fait de gérer une production d'hydrogène à partir d'organisations citoyennes, ça peut aussi limiter les risques de surconsommation? Pour l'instant, dans tous les projets que j'ai vus, il n'y a pas, ou il y a très peu de mobilisation citoyenne autour de ça. Par contre, beaucoup de collectivités. En fait, le sujet, il est autant porté par les collectivités que par des industriels ou des acteurs de l'énergie, des grands groupes de l'énergie. Et des syndicats de l'énergie aussi. Hein. Les syndicats départementaux d'énergie, par exemple, sont très actifs sur le sujet de l'hydrogène. C'est le cas en Vendée, par exemple, le CIDEF, mais c'est vrai aussi dans pas mal d'autres localités, départements. Activité. Et est-ce que le citoyen peut avoir en fait, un rôle à jouer? Alors forcément, parce que c'est quand même c'est une nouvelle technologie qui arrive dans le paysage. Donc, à ce titre-là, faut l'accepter. Faut être, il y a un minimum de concertation à avoir voilà, sur l'arrivée de cette technologie dans le paysage. Par contre, c'est assez capitalistique quand même. Ça coûte très cher.
un électrolyseur, une station-service, par exemple. Parce que enfin, voilà, si on parle de ces usages-là, c'est quand même assez important. Enfin, c'est très coûteux, quoi. Et tout de suite, il faut des métiers, enfin, il faut de l'exploitation un peu technique autour. Si on pense au projet, ce qui s'est passé sur le développement du citoyen, enfin, autour de l'éolien et de l'éolien, du photovoltaïque. Enfin, ceci dit, ça peut se développer aussi sous cette forme-là, hein. En tout cas, ce qu'on pressent, enfin, ce qu'on voit, c'est quand même les collectivités. Alors, il y a deux types enfin, si je veux être schématique, il y a deux types de collectivités. Il y a les collectivités plutôt urbaines qui vont sur ces sujets parce que mobilité propre, voilà, sortir le véhicule diesel de la ville, etc. Et puis, il y a des collectivités plutôt des territoires ruraux qui se disent, nous, on a du potentiel éolien, on a du potentiel photovoltaïque, etc. Et en fait, on aimerait bien, enfin, voilà, tout ça, ça part plus ou moins sur le réseau. On aimerait bien bénéficier de ce potentiel pour fabriquer notre carburant dont on a besoin sur le territoire parce qu'on ne voudrait pas être les derniers dindons, les derniers à utiliser les dernières gouttes de gasoil ou d'essence. Voilà, la mobilité propre, c'est pour la ville, la mobilité électrique. Et puis nous, voilà, je caricature un peu les choses, mais des fois, c'est un peu ce que je ressens de certains territoires, de se dire, mais en fait, nous, on produit de l'éolien et tout, enfin voilà, ou du photovoltaïque. Ouais, on a envie de produire de l'hydrogène pour nos propres besoins. Je parlais des bus, mais il y a les autocars, hein. Tout le transport scolaire dans les zones rurales, etc. Il y a des projets qui portent vraiment là-dessus, sur la conversion d'autocars diesel en autocars hydrogène, alimentés par voilà, l'énergie qui est produite par le territoire, quoi. C'est ces boucles locales qui sont plutôt vertueuses et quand les gens comprennent, font l'association avec l'hydrogène, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, quand c'est en boucle locale, les gens ils comprennent d'où vient l'énergie et comment. Voilà. En fait, on fait le lien entre l'éolienne ou la quantité d'éolienne ou la quantité de photovoltaïque qu'il faut pour remplir un réservoir, etc. Et c'est ça, peut-être qu'en sensibilisant avec l'hydrogène, ça sensibilise les gens aussi sur la quantité d'énergie dont on a besoin. Et je pense, sous cet angle-là, ça permet peut-être, espérons-le, ça peut être comment dire, un modèle un peu vertueux, quoi. Enfin, je pense que, de, en tout cas, nous, c'est ce qu'on encourage, quoi, sur les écosystèmes. Oui, moi je voudrais revenir sur l'hydrogène pur, si j'ose dire. Dans notre scénario, en ce qui concerne le stockage de l'électricité, on a renoncé à prendre en compte l'hydrogène pur pour le stockage, considérant que la probabilité de maturité du système, elle était hors des temps qui nous étaient impartis. Donc on est passé plutôt sur la méthanation, dont on a fait l'hypothèse que la maturité arriverait plus vite. Voilà, donc je voudrais votre avis là-dessus. Parce que les quantités nécessaires de stockage sont quand même assez monstrueuses en électricité. Il ne faut pas oublier que l'hiver, on consomme grosso modo 2 fois ce qu'on consomme l'été. Les panneaux solaires sont orientés pour produire le maximum d'argent l'été, bien entendu, donc 4 fois moins en hiver que ce qu'ils pourraient produire s'ils étaient inclinés correctement pour produire en hiver. Donc le stockage, c'est énorme. Donc on a fait l'hypothèse méthanation et on a fait l'hypothèse après, donc dans le power to gas méthanation et gas to power, on a fait l'hypothèse de production décentralisée de façon à pouvoir avoir des cogénérations sur la production d'électricité locale en hiver. Non, mais ça se tient bien, hein. Enfin, ça se tient bien et c'est. En fait, nous, on le boucle aussi comme ça, le scénario, hein. Le système électrique, on pense que c'est pas power to hydrogen to power, mais plutôt power to methane to power. En fait,
La question de la maturité, ça va plutôt être sur le stockage de grandes quantités d'hydrogène localement. En fait, c'est surtout le goulot d'étranglement, c'est ça. Alors, en Pays de la Loire, je ne crois pas qu'il existe de cavité saline. Ah oui, oui. Ah oui. Éventuellement. Ah oui. Donc en Touraine, il y a des stockages, des cavités de stockage ouais, de gaz naturel actuellement, mais pas en Pays de la Loire. Parce qu'en en fait, il y a d'autres régions, notamment le bassin rhône-alpin, oui, qui est pas mal équipé, enfin, qui a des cavités salines qui sont propres à stocker de l'hydrogène. Ça, on sait faire. Enfin, on sait faire, oui. Il y a un stockage important aux États-Unis, au Texas, il me semble, d'hydrogène en cavité saline. Voilà, c'est pas de la science-fiction, de stocker de l'hydrogène en cavité saline, mais encore faut-il avoir des cavités, cavités salines sur son territoire. Et dans l'ouest de la France, il y en a pas énormément. Donc, en fait, le goulot d'étranglement, il va être surtout, c'est surtout ça. Parce qu'après, la recombinaison des turbines à hydrogène, c'est pas. Alstom, EIG avaient commencé à y travailler sur le sujet, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est pas non plus de la science-fiction, mais c'est pas forcément au point encore. Mais c'est surtout le stockage. Et je pense que RTE, en fait, ils sont partis sur ces questions, enfin, ils sont partis sur Power to Hydrogen to Power en supposant qu'il y avait des pipes hydrogène, en fait, un peu répartis partout. Et en fait, c'est ça qui change la donne. C'est que si on part du présupposé qu'il y a des pipes hydrogène de construits, alors, bah oui, faire du Power to Hydrogen to Power, c'est possible. Mais s'il n'y a pas ce présupposé, euh, comment on fait le bouclage? Nous, il nous semble que, et c'est pour ça que nos scénarios, on les a construits comme ça, sans présupposer qu'il y avait des pipes hydrogène. Et on a vu que de toute façon, il fallait décarboner le contenu du réseau gaz, enfin remplacer le gaz naturel par la méthanisation du gaz de pyro, et que ça ne suffisait pas pour alimenter des besoins en chauffage, enfin en gaz pour les bâtiments, l'industrie, etc. Donc il fallait du power to méthane pour compléter. Et du coup, ce qui est apparu dans le modèle, c'est que bah, quitte à faire ça, eh ben, ça ne pose pas de problème de faire du méthane to power avec des cycles combinés ou des cogénérations gaz, parce que le gaz, de toute façon, il est décarboné. Une fois rendu là, il est décarboné, en fait. Donc, l'équilibre du système électrique, on l'a construit un peu comme vous, avec cette boucle power to méthane to power. Oui, c'est 10h30. On va peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions en cours? Je crois qu'il y avait une question sur un problème de tunnel. Les véhicules avec réservoir à 700 bars seront-ils autorisés dans les tunnels? Je pense qu'il y a un petit côté sécuritaire. Cette question. Non, c'est bien dans le réservoir. Oui, c'est dans le réservoir, 700 bars. Quand il arrive dans le moteur, enfin dans la pile à combustible, il est à quelques bars. Voilà, donc ouais. Oui, c'est un vrai sujet, hein. L'autorisation dans les tunnels ou dans les parkings, parce qu'en fait, le gros risque, c'est de l'accumulation d'hydrogène. Enfin, s'il y a des fuites, parce que en fait, il y a une limite d'explosivité très basse. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait 4% d'hydrogène dans un endroit pour que ça puisse voilà, exploser. Et puis, bah, l'énergie d'ignition, là, il suffit d'une étincelle d'un interrupteur pour déclencher l'explosion. Donc, c'est très sensible. Alors, les démarches d'autorisation, je crois enfin, c'est autorisé maintenant par le CERTU. Je crois que c'est le CERTU, hein, l'autorité technique d'État hein, sur les tunnels, qui s'est penché sur la question et il me semble que c'est effectivement autorisé. Par contre, dans les
les parkings souterrains, enfin les parkings souterrains, les parkings fermés, je ne crois pas que ce le soit. En tout cas, pour l'instant, on reste sur des véhicules un peu techniques, hein, c'est-à-dire que les bus, les autocars, etc., c'est dans des hangars. Il y a des spécifications particulières, notamment des ventilations nécessaires, enfin des sécurités de ventilation. Voilà. Tout en haut du bâtiment, parce que en fait, l'hydrogène étant très léger, voilà, il a tendance à migrer vers le plafond tout de suite. Donc la ventilation ou les évents se font vraiment en haut du bâtiment. Mais c'est un sujet, hein, effectivement, l'accumulation, les risques hydrogène, l'accumulation, en tout cas dans les lieux fermés. Bien, je crois qu'on va clore sur cette dernière question. Merci beaucoup, hein, c'était vraiment très intéressant. Donc, je signale que on a enregistré cette présentation et qu'on la mettra sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez vous la repasser en boucle autant que vous voulez. Et j'en profite aussi pour signaler que le samedi 4 février, notre association Virage Énergie Climat Pays de Loire fait son assemblée générale. Et en préambule de cette assemblée générale, il y aura une conférence débat avec Christian Courturier de Solagro qui présentera le scénario Aster 2050 avec son volet biodiversité. Donc, ils ont fait vraiment un focus très, très important sur les liens entre le scénario After 2050 tel qu'il était décrit communément et puis l'impact sur la biodiversité. Donc ça devrait être assez intéressant. Et l'Assemblée générale qui suivra après serait également très intéressante pour les gens qui veulent adhérer à notre association. Voilà. Bien, bonsoir à tout le monde et merci d'avoir été présent.